Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. ProprioDirect.com. Une ex-journaliste. Un ex-policier. Et pourtant aujourd'hui, ils forment le duo le plus redoutable de l'immobilier québécois. Mélanie Bergeron, Yannick Parent, Sans vice caché. Le podcast décomplexé où l'immobilier se raconte sans masque, sans détour et surtout sans vice caché. Bienvenue à cet autre épisode du balado Sans vice caché. Je me souviens, il y a un épisode où j'ai dit vice caché, c'est pas ça du tout, là. C'est vraiment, nous autres, il n'y en a pas de vice caché parce qu'on va dans tous les recoins des sujets et on vous donne l'information. Puis aujourd'hui, en fait, ce qui a retenu notre attention dans les derniers jours, en fait, puis des dernières semaines, c'est vraiment la situation des piscines au Québec. On sait qu'il y a beaucoup de propriétaires qui se sont arrachés les cheveux de sa tête pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, la réglementation. Tu sais, on a croisé quelqu'un de clôture, justement, pas plus tard qu'hier, qui nous disait, écoute, dans telle ville, il faut être à 2 pieds de la piscine, une autre ville, c'est 3 pieds, puis l'autre, c'est 4 pieds. Du moins, je dis aux gens d'appeler la ville, de leur demander c'est quoi qu'il faut faire, puis dis-moi où la mettre, ta clôture, je vais la mettre. Mais là, les gens ont 1 an pour repenser tout ça puis retravailler leur cours. Là. Exactement, Mel. Puis tu sais, bonjour en passant. Bonjour. Merci tout le monde d'être à Sans vice caché. Je t'ai pas dit bonjour, parce que nous, on se dit bonjour en se levant le matin. Comme rendu, je suis acquis, mesdames, messieurs. Ça paraît, vous l'avez constaté vous-même. C'est comme je n'étais pas là. Fait que continue, là, non, c'est pas vrai. Mais non, mais tu sais, juste pour placer les choses, la réglementation sur les piscines, je suis très content qu'on en parle de ça parce que c'est une réglementation qui a été revue au Québec, Mélanie, en 2021. Okay? L'origine de la nouvelle réglementation, nouveau règlement sur les piscines résidentielles au Québec, date de 2021. Puis plaçons les choses en chiffres, là, savais-tu? 500 000 piscines au Québec. 500 000 piscines au Québec. On est quoi, 9,4 millions? Mais 500 000 piscines au Québec étant la province qui a le plus de piscines par habitant au Canada. Il faut dire, une ville comme Saint-Bruno-de-Montarville, 5 000 piscines. Si on regarde la proportion de la population, c'est à peu près une piscine sur 3. Donc, c'est quand même, ça implique beaucoup de gens. Et moi, j'ai pas peur de dire, sur les ondes de Cube, j'ai fait quelques entrevues à ce sujet-là, puis il y a, et à mon avis à moi, je la partage avec toi, je veux ton opinion, il y a eu énormément d'improvisation dans ce dossier-là, et tout récemment, collègue à Cube ici, Francis Gosselin, qui a sorti un article très intéressant sur le fait qu'il y a des gens qui ont voulu se conformer en 2025. Hein? Disons, replaçons les choses encore là en perspective. On avait jusqu'à tout récemment, jusqu'au 15 septembre 2025 pour se conformer. Et là, le gouvernement est tiré d'1 an. Mais là, Mel, écoute, il y a des gens qui ont dépensé je ne dirais pas des dizaines, mais beaucoup de milliers de dollars à essayer de se conformer. Et il y a aussi des gens qui ont retiré leur piscine, qui auraient pu encore en profiter. Puis je t'amène sur l'aspect immobilier. Quand tu as une piscine dans ta cour, on a beau dire que ça n'a pas trop d'impact, mais on parle quand même d'un ajout de valeur de 7 à 8 % sur la valeur de ta propriété pour certaines personnes qui veulent avoir une piscine dans leur cour. Et là, tu n'en as plus de piscine, tu es dans un processus de vente, puis finalement, tu as 1 an de plus que tu aurais pu profiter. Tu penses quoi de tout ça, toi? Bien, ce qui est fatigant, c'est qu'on a entendu quelques personnes en parler, c'est qu'ils appelaient à la ville pour savoir, regardez, j'ai eu un avis de non-conformité, je ne le comprends pas. Pouvez-vous m'aider? Puis, il n'y a personne à la ville qui se mouille, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, à dire, ben écoute, ta clôture, elle va là. C'était pas pire comme jeu de mots quand même. C'était pas pire, hein? J'ai même pas pensé avant. Mais il n'y a personne qui veut se mouiller là-dedans. Puis c'est vrai, il n'y a personne qui prend qui assume, tu sais, qui assume le règlement. Là. Regarde, nous autres, on veut ça, ça, ça. Non, c'est pas clair. C'est pas clair. Et j'espère qu'on ne fait pas juste repousser d'1 an, juste pour donner un sursis. Clarifiez donc les choses. Tu sais, parlez-vous entre les différents paliers. C'est quoi exactement que vous voulez que les gens fassent? Il y a des piscines hors terre. Écoute, on a eu des clients qui ont vécu l'enfer avec ça. La maison était vendue pratiquement. Et là, tout d'un coup, avis de non-conformité, pas capable de savoir ce que la ville voulait. Je suis content que tu en parles de ça. Explique-le, Mel, aux gens au bénéfice. La piscine hors terre n'était pas assez haute pour le nouveau règlement. La piscine avait 28 ans. Piscine hors terre est en bon état, les gens faisaient attention, la toile changée, la cour tout petite, fait que tu peux pas mettre de clôture autour de cette piscine-là. Donc là, l'enjeu, c'était soit de remplacer la piscine, soit de clôturer, soit de... Bref, il y a eu une entente de plusieurs milliers de dollars parce que c'est des personnes plus âgées qui ont dit, garde, les acheteurs s'arrangeront avec, ils feront bien ce qu'ils veulent, ils achèteront une nouvelle piscine.
Mais tu sais, elle n'était pas bonne aux poubelles, la piscine. Il y avait peut-être moyen de la sécuriser. Il y a des mécanismes qui peuvent aller au-dessus des piscines hors terre pour faire un genre de filet de sécurité, mais ça, c'est plus bon. Bref, c'est à en perdre la tête. Puis, tu sais, on a vu beaucoup de gens découragés. Alors, cette année-là, de grâce, utilisez-la pour vous parler, pour préciser des choses, parce que les gens sont tannés de ne pas savoir quoi faire, puis qui dépensent des milliers de dollars pour une clôture, puis finalement, c'est pas cette clôture-là qu'il fallait, elle n'est pas à bonne place. Il faut la redéplacer. C'est l'enfer. Il ne faut pas rire des gens non plus. Non, là. Mais où j'ai un problème avec ça, puis encore là, je veux connaître le fond de ta pensée là-dessus. Moi, j'ai tendance à dire, là, trop peu, trop tard, tu sais. Puis en passant, je veux être clair, là, je blâme pas les fonctionnaires. Je blâme pas les fonctionnaires dans les municipalités. Moi, je pense, là, puis je suis pas impliqué, je le dis ouvertement, je pense que ces gens-là, ont reçu une patate chaude entre les mains qui a été lancée d'une manière pas claire, je vais le dire comme ça. J'ai parlé à beaucoup de gens, moi, depuis l'issue de ce dossier-là. On est courtier immobilier aussi, on parle à des propriétaires, on parle à des gens qui sont allés à la ville et tout ça. Comme tu le mentionnes, les villes, pour certaines, ne savaient pas quoi faire. Les gens ne savaient pas quoi faire. Et dans le cas que tu expliques, c'est très intéressant. Les gens ont reçu un avis de non-conformité de la municipalité et la municipalité à question, sur la rive sud de Montréal, ne voulait pas se commettre par écrit sur les correctifs nécessaires parce que je pense qu'au final, la réponse qu'on a eue, parce qu'on est obligé de s'en mêler, c'est qu'ils ne voulaient pas être tenus responsables si ces correctifs-là n'étaient pas respectés parce qu'eux-mêmes trouvaient que ce n'était pas clair. Et quand je dis trop peu, trop tard, c'est que es-tu au fait, Mel, aussi, du fait qu'il y a des gens qui ont déjà investi beaucoup, beaucoup d'argent, puis en bout de route, là, la réglementation, elle s'est comme un peu assouplie. Finalement, dans certains cas, il aurait suffi peut-être de barrures, de loquets, des gens qui ont déjà clôturé. Tu penses quoi de ça, toi? Ben, c'est un peu de l'improvisation. Puis, tu sais, moi, je veux dire, je suis pour la sécurité des enfants. Nous-mêmes, on a une piscine que j'ai voulu enlever plein de fois. Là, moi, j'ai un gros trou d'eau en arrière. Nous autres, on l'a acheté comme ça, la maison. La piscine était là. La faire retirer, c'est un paquet de troubles. Mais bref, il y a beaucoup de gens dans cette situation-là. Qu'est-ce que je fais? Es-tu correct, ma clôture? Je mets-tu un loquet? Fait que clarifier les choses, c'est juste ça. Pour pas que les gens qui ont de la misère à arriver, là, tu sais, je veux dire, le budget, on sait, tout coûte plus cher. Pourquoi aller investir 5 000 $ si c'est plus conforme après? Il faut juste que les gens investissent à la bonne place. Moi, je pense que c'est ça le message à lancer. Ceux qui ont déjà fait les correctifs, tant mieux pour vous. Oui, c'est dommage, vous avez dépensé un an avant, mais c'est fait. Parce que l'année prochaine, ça va être le même scénario. Là. Il va y avoir encore des gens à dernière minute qui ne l'auront pas fait. Les compagnies de clôture vont être débordées. Tu sais, c'est toujours comme ça. On donne un sursis, mais les compagnies vont être débordées. Alors, prenez-vous d'avance, mais moi, le point sur lequel j'insiste, il faut que les instances responsables clarifient les choses, puis les gens vont embarquer. Tout le monde veut sauver les enfants de la noyade ou peu importe. Tu sais, je veux dire, c'est majeur, c'est important. Il y a beaucoup de trous d'eau. Comme tu le disais au Québec, c'est important de sécuriser, mais il faut le faire de la bonne façon, dans la planification et non pas dans l'improvisation. Oui, puis ça, c'est important, Mel, ce que tu dis. Merci de le souligner. Le but de la discussion aujourd'hui, ce n'est pas de remettre en question la nécessité de cette réglementation-là, parce que, disons-le, puis là, j'entends toutes sortes de discours, puis ça me dérange aussi. Les gens disent, écoute, l'État se mêle de tout. L'État ne devrait pas se mêler des piscines. C'est une responsabilité individuelle. Je m'excuse. À mon opinion, je suis un ancien policier. C'est une responsabilité qu'on ne peut pas laisser aléatoire non plus parce qu'il y a des gens qui ne le feront jamais, puis parce qu'à chaque année, il y a le petit voisin qui traverse à côté ou l'enfant de la maison, la mère est partie chercher un verre de jus dans la maison qui va tomber dans la piscine. C'est dommage. Il ne faut pas que ça arrive. C'est un trop. Alors, cette réglementation-là était nécessaire. Maintenant, dans l'application, ça a été chaotique. Ça doit être trop sérieux. Puis c'est dur, Mel. Les gens, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont regarder ou entendre ce balado-là, mais disons-le, présentement, on est dans une période électorale où le gouvernement en place semble un peu en perte de contrôle de la prise de décision sur certains aspects. Puis c'est difficile de ne pas mettre ça en perspective en lien avec ce contexte-là. Es-tu d'accord avec ça? Bien, écoute, il faut voir. Tu sais, quand tu reportes d'un an, au moins, c'est pour faire quelque chose de constructif. Il faut. Moi, c'est ça mon point. Reporter d'un an, mais c'est pas pour attendre à l'année prochaine. Là. Je veux dire, reporter d'un an pour faire quelque chose avec ça. Tu sais, pas juste repousser le problème, clarifier ça. Mais moi, ça m'amène sur notre sujet d'aujourd'hui. Il y a un lien. Là. Je te le dis qu'il y a un lien. Tu sais, quand tu fais des travaux de piscine, de clôture, il y a une fissure sur la maison, infiltration dans la maison. Bref, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est quoi, selon toi, la rénovation la plus plate sur une propriété? Moi, c'est le drain français. Là. Ben, tu sais, puis juste le mot drain français,
pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, ou des acheteurs, des vendeurs, c'est le terme qui fait peur. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Puis on va en parler. Puis tu sais, c'est un bon parallèle que tu fais parce qu'en passant, on peut en avoir des problèmes aussi avec des trottoirs de piscine, des piscines fissurées, ça existe. Aujourd'hui, on a le bonheur de recevoir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui va venir un peu démystifier tout ça, puis on va peut-être avoir moins peur ou encore plus peur du drain français. Ça dépend. Après l'épisode. Mel, est-ce qu'on veut remercier Proprio Direct? Ben oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à La Bannière qui a embarqué dans ce projet de balado-là sans hésiter. Proprio Direct qui existe déjà depuis 38 ans. Alors, merci de cette collaboration. Puis je pense que ça nous amène à vulgariser beaucoup de sujets d'immobilier. J'ose espérer que ça va aider certaines personnes à répondre à leurs questions. Donc, on parle de drain français puis de fissures. Oui, fermez-vous les yeux, bouchez-vous le nez, ça commence. Mais pas les oreilles. Pas les oreilles. Écoutez bien. L'immobilier sous des airs de conversation cuisine, sans vice caché. Le drain français, il est super beau. Il est connecté sur une pompe submersible d'un bassin de captation, puis ça se vide dans la rue, au fossé. Donc, il n'y a pas de problème au niveau du drain, même si c'est 1976. C'est vraiment juste par un manque d'expertise qu'un entrepreneur était sur le bord d'arracher 40 000 à un citoyen juste un manque de connaissances. Alors, on en parlait il y a quelques secondes des rénovations majeures autour d'une maison, le drain français. Quand vous êtes acheteur, là, qu'on vous parle d'un drain français, souvent les gens ne savent pas ce que c'est, Yann. Ça a l'air vraiment gros, ça a l'air préoccupant, ça peut l'être dans certains cas. Puis dans ce temps-là, on fait appel aux experts. Bien, on fait appel aux experts, puis on le voit puis nos collègues courtiers pourraient le dire aussi, là, souvent, Juste de parler de drain français, c'est un enjeu majeur, c'est mystérieux, c'est une dépense aussi qui est grosse, mais on va le savoir encore plus aujourd'hui. Ben oui. Puis écoute, on a la chance, Mel, de recevoir Mathieu Laramé, de la compagnie Pierre Laramé Excavation, qui est avec nous aujourd'hui, qui sont en affaires dans ce domaine-là précis depuis plus de 35 ans maintenant. Merci d'être là, Mathieu. Ben oui, merci. Ben en réalité, c'est moi qui vous remercie. Je ne pouvais pas refuser l'offre, donc on a mis ça dans les priorités de la journée. Puis c'est moi qui vous remercie d'être ici. C'est un honneur d'être avec des gens compétents comme vous. Hey, c'est fin. Ben écoute, on te retourne, parce qu'on t'a vu travailler à quelques reprises sur des expertises, sur des propriétés. Ça reste... Pourquoi le drain français, ça reste si mystérieux? Des gens qui pensent à ça ont peur de ça. Toi, tu es là-dedans chaque jour, puis tu en as vu d'autres, là. Parle-nous un peu de l'utilité du drain français, puis quand il faut s'inquiéter d'un drain français qui ne fonctionnerait pas. Bien, en réalité, c'est parce que souvent, lorsqu'on parle avec par exemple, les compagnies d'assurance, eux, la moyenne, ils vont dire, au bout de 25 ans, la durée de vie utile du drain est passée. Mais c'est pas nécessairement vrai. Il y a plusieurs aussi si on veut, des charlatans, qu'on me permettre de les appeler ici dans notre métier, qui se donnent un peu le titre de professionnel sans nécessairement l'être, sans avoir le bagage de connaissances. C'est du cas par cas dans plusieurs domaines, parce que on a différents types de sols. On a des sols argileux, on a des sols sablonneux, on a des endroits, des propriétés qui ont beaucoup de végétation, des fois peu entretenues autour des maisons, donc des grosses armatures, des érables, des gros cèdres. Donc ça, c'est des facteurs qui font en sorte que l'enracinement des sols peut venir bloquer un système de drainage autour d'une maison. Dans certains cas, des fois, ça peut être une maison qui a juste 15 ans, puis les racines ont commencé à beaucoup obstruer la pierre concassée autour du drain, le drain en soi aussi, donc ça permet une moins bonne évacuation des eaux pluviales. Mais, tu sais, idéalement, toute bonne chose dans l'ordre de respecter des choses, c'est lorsqu'un client a des préoccupations à ce niveau-là, ou des inquiétudes, c'est de ne pas faire affaire avec la première compagnie qui va dire, l'année de la maison, c'est ça, il y a gros des arbres, c'est sûr que c'est à refaire au complet d'un bout à l'autre. Il y a des étapes avant ça. Donc, nous, ce qu'on suggère tout le temps, même des fois, j'ai des clients qui m'appellent et me disent, on veut faire ça au complet, c'est sûr que c'est plus bon parce qu'on a eu l'avis de d'autres personnes. Mais je dis, leur avis, c'est qu'est-ce qu'ils vous ont dit? La maison est vieille, il y a gros des arbres, c'est à refaire. Non, mais j'ai avant de partir en peur, parce que là, on s'entend que faire des travaux comme ça, c'est très coûteux. Ça implique aussi après ça une remise en état du terrain, l'aménagement. Puis ce que les gens ne savent pas souvent aussi, c'est qu'il faut refaire les égouts parce que souvent, c'est un système combiné. Le drain se vide dans l'égout sanitaire de la ville. Les villes ne veulent plus pour la gestion des eaux. Donc, il faut emmener un égout pluvial qui est parallèle à l'égout sanitaire. Donc, c'est plus tout le temps. Moi, je dis tout le temps, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Est-ce qu'on va aller creuser un trou autour de la maison? Un endroit qui est le plus facile d'accès, qui va faire le moins de dommages à la propriété. Un trou à peu près 4 pieds par 4 pieds pour aller passer la caméra dans le drain pour avoir l'heure juste de quoi il a l'air le drain. Parce qu'on peut en parler de midi à 14h.
on va juste supposer, tant qu'on n'a pas pris l'appel pour aller creuser, pour donner accès à notre drain, aller passer la caméra dedans, là, après ça, on va être en mesure d'avoir l'heure juste. Est-ce qu'il est suffisamment recouvert de pierres concassées? Est-ce qu'il y a une membrane géotextile par-dessus? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enracinement dedans? Est-ce qu'il est à refaire au complet ou seulement juste sur une façade? Parce que ça arrive parfois qu'une maison, un bungalow standard, mettons qu'il y a 140 pieds linéaires, va avoir juste un côté à refaire. C'est pas à cause que ça a 35 ans, 40 ans que c'est nécessairement à refaire. Comme que des fois, on arrive dans certains cas, comme mettons, dans la région dans la montagne de Saint-Hilaire, qui a beaucoup d'ocre ferreux, c'est un sol plus sablonneux, que dans certains cas, des maisons qui ont 10 ans, c'est à refaire au complet parce que ça n'a pas été adapté selon les normes pour l'installation d'un système de drainage avec des sols à ocre ferreux. Donc, il y a plusieurs types de travaux dans ce genre-là. C'est du cas par cas selon les régions qu'on est puis l'âge des bâtiments. Si tu me permets une parenthèse, merci d'arriver à ça, Mathieu. Puis c'est intéressant, on va pouvoir préciser. Mais pour les gens peut-être qui nous écoutent, qui nous regardent, pour eux autres, c'est un peu du chinois. Là, ils partent du drain d'égout, ils partent du drain. Le drain français, réitérons aux gens là, qui regardent. Le drain français, mesdames, messieurs, c'est le drain qui ceinture la fondation de la propriété, donc à la base de la dalle des murs pour faire en sorte que l'eau qui arrive autour de la maison soit évacuée, s'en aille soit dans un bassin de captation ou à l'égout pour le pluvial pour les plus vieilles maisons. Puis tu amènes une notion qui est hyper intéressante aussi. Tu dis, écoute, c'est pas un automatisme. Moi, c'est ça que j'entends. C'est pas parce qu'une maison date des années 70 nécessairement que tout est fini. Donc, toi, tu invites les gens à faire une vérification. Et comment Mathieu, on vérifie l'état d'un drain français quand on est un acheteur ou un vendeur d'une maison? Bien, probablement que souvent, quand les gens veulent faire une proposition d'achat, il va y avoir un rapport d'inspection qui va être fait. Là, des fois, l'inspecteur va faire des tests d'humidité dans les bas de murs de fondation. Il va dire, oh, c'est très humide, tout ça, l'année de la maison. On recommanderait de faire la vérification du drain préventivement pour pas que le nouvel acheteur ait des mauvaises surprises et non que le vendeur aussi se retrouve avec devoir se ramasser. Ben oui, en même temps, des fois, c'est ça. Donc, moi, je vais être contacté soit par le vendeur, le nouvel acheteur va me demander un prix pour procéder à une vérification du drain autour de la maison. Comme je dis tout le temps, techniquement, à partir des maisons des années 1972, 1973, à aller jusqu'à aujourd'hui, c'est des drains en plastique. Donc, le drain fait le tour de la maison, le tour de la semelle, avec les coins souvent arrondis. C'est-à-dire que la caméra, on peut creuser à peu près n'importe où. Si le drain, il n'y a pas de blocage, la caméra va réussir à faire le tour de la maison, généralement dans la majeure partie des cas. Quand on arrive dans les maisons un peu plus vieilles, on parle avant 71, 72, c'est les drains en terre cuite, en terracotta, les sections oranges. Là. Ouais. Bon, ben, ça tient longtemps, ça? Ben, ça dépend? Ben, ça dépend, parce que c'est des sections de 1 pied qui sont toutes à côté une sur l'autre. Puis, ce qui arrive, c'est qu'avec les périodes de sécheresse, parfois, le drain va finir par s'affaisser par le poids de la terre, parce que bien souvent, ils sont à peu près pas recouverts de pierres concassées non plus, sont souvent déposés directement dans la glaise. Puis, la particularité de ces drains-là, c'est parce que avec une caméra, on n'est jamais capable de tourner dans les coins. Ouais. Parce que c'est des coins tournés à angle droit. C'est 2 sections de drain qui coupent en biseau en 45 degrés. Ça fait un angle droit. La caméra, dans aucun des cas, va tourner là-dedans. Ça tourne pas. Donc là, souvent, ce qu'on va dire, mettons, un client qui a un bungalow carré, ben là, on va dire, pour être capable de faire le tour du drain, on va creuser, exemple, sur le coin avant droit de la maison pour avoir accès au côté droit ainsi qu'à la façade. Puis on va creuser à l'opposé, sur le coin arrière gauche pour avoir accès au côté gauche puis le derrière. Mais si tu as un check entre les deux ou une cheminée, tu vas bloquer dans le premier coin que tu vas avoir. Fait que, faut être réaliste aussi quand on arrive à une situation que c'est un drain en terre cuite autour d'une maison. Il va être à refaire. Ben, éventuellement, ça va être à refaire parce qu'au-delà juste du système de drainage, parce que la fondation, ben souvent, elle n'a même pas goudronné. Il n'y a aucun imperméabilisant sur la fondation. Très peu de pierres concassées sur le tuyau aussi et à côté. Donc, au-delà de juste le tuyau, ça a besoin d'une bonne mise à jour. Mais quand on arrive dans des drains en plastique, souvent, ça a quand même une meilleure efficacité par rapport au fait qu'ils sont plus facilement nettoyables. Les caméras tournent les coins. Donc, à partir de là, quand c'est un drain en plastique, là, souvent, il y aurait moyen de le sauver, à part quand c'est rempli de racines. Quand c'est rempli de racines, ça, c'est plate. Là. On creuse, on arrache et on recommence. Mais si c'est juste une accumulation, un dépôt résiduel de boue qui s'est accumulé à travers les années, bien, si on est équipé, ça se fait se nettoyer avec des buses rotatives activées par la pression d'eau à haute pression. Ça se nettoie, ça. Là, on installe des cheminées de nettoyage. Puis peut faire un nettoyage préventif aux 4-5 ans selon les secteurs. Est-ce que les gens devraient faire ça?
tu sais, avant de penser, tu sais, on a une propriété là, des années 80, exemple. Ouais. Tu sais, on pense pas la vendre tout de suite. Mais pour préserver la durée de vie, est-ce que les gens devraient faire des entretiens préventifs, justement, aux 4-5 ans du drain français, juste pour s'assurer que c'est correct? Ouais. Parce que c'est une dépense, qui peut coûter facilement 30 à 50 000, incluant le terrassement, refaire tout le tour de la maison. C'est dispendieux. Oui. Nous, on le recommande tout le temps. Chacune des inspections de drain qu'on fait, on va recommander aux clients, bon, si le drain est correct, il n'y a pas de correctif nécessairement à apporter, on va faire l'installation d'un ensemble de cheminée d'accès pour avoir accès au drain en tout temps. Puis, si il y a un certain niveau de saleté, bien, pendant qu'on creuse le trou, on va faire un premier vrai nettoyage du drain que des fois, il n'a jamais été fait depuis que l'année a été construite. Fait que là, on fait le premier clean-up total. Là. Puis après ça, on peut recommander, écoute, on peut revenir, dépendant des types de sols. Quand c'est dans la glace, c'est moins pire un peu. Les drains se contaminent moins vite que dans les sols plus sablonneux ou que de l'ocre ferreux, que là ça sature beaucoup plus vite de saleté. Donc, mais tu sais, comme on recommande aux 4-5 ans, là, c'est pas à négliger pour le prix que ça coûte versus refaire au complet. Ben oui. Comme tu dis, tu sais, pour nous, une job de drain autour d'une maison, l'excavation, tout ça, l'imperméabilisation, le drainage, ça va assez vite. Tu sais, avec les taxes, ça coûte rarement en bas de 30 000 quand c'est une maison au complet. Mais après ça, l'aménagement n'est pas refait. C'est ça. C'est ça qui fait mal au cœur. Puis des fois, on le voit, tu as des maisons, tu as des galeries, des balcons, tu as des structures où tu dois te faufiler, toi. En haut de ça, j'ai déjà vu ça aussi, où des gens vont devoir aller creuser manuellement. Mathieu, tu le sais, tu l'as fait toi-même longtemps, parce que Mathieu, il faut le dire, on l'a vu à l'œuvre, il descend lui-même dans le trou. Oui. Il n'est pas là à regarder le monde, les gens travailler autour de lui. C'est vraiment intéressant. Donc, ce qu'on retient, c'est expertise par caméra. Si vous avez un doute, ça ne veut pas nécessairement dire que si, exemple, il y a des signes que tout est à changer, ça vaut la peine de vérifier. Mélanie, on l'entend dans notre métier de courtier, puis tu as amené la donnée tantôt, on entend souvent le terme ocre ferreux. L'ocre ferreux étant une bactérie dans le sol qui finit par constituer une pâte qui vient bloquer le drain français. Ça, c'est épouvantable, Mathieu. En vois-tu beaucoup de ça dans ta pratique? Oui, on en voit assez régulièrement. Comme je disais tout à l'heure, c'est principalement dans les sols sablonneux. Tu sais, quand tu es dans la grosse argile bleue collante, comme qu'on a pas mal sur la rive sud de Montréal, généralement, là, on en voit moins de ça. Mais quand on arrive à des endroits comme à Contrecoeur, il y a une partie de la ville qui est dans le sable, dans le Mont-Saint-Hilaire, les environs, on en voit beaucoup de ça. Drummondville, on en voit beaucoup de ça aussi. Ça, c'est des cas fréquents que quand c'est sablonneux, très, très, très majoritairement, on va voir de l'ocre ferreux aussi, cette fameuse pâte couleur rouille qui s'accumule dans les drains. Ça fait beaucoup de dommages, mais quand il y a un drain complètement obstrué de ça, mais par contre, ça se nettoie bien. Ça se nettoie bien plus que quand c'est des racines, mettons. Ouais. Sauf que qu'est-ce qu'il faut faire attention à ça? C'est que parfois, même si le drain est rempli d'ocre ferreux, puis là, ben, tu viens le nettoyer, avec un système de nettoyage de buse à haute pression, comme je disais, ça reste que souvent, ce qui arrive, c'est parce que l'ocre ferreux descend dans le sol, c'est l'eau qui l'emmène vers le drain. Souvent, ce qui va arriver, c'est que ça va contaminer la pierre autour du drain. Ça va bloquer aussi les perforations du drain parce que cette pâte-là a une certaine viscosité. Ça va empêcher l'eau de bien circuler dans le drain, ce qui peut amener quand même des problèmes. Donc, c'est pour ça que les normes ont changé dans les dernières années, parce que avant, les drains, comme je disais tout à l'heure, de 1972 à aller dans les 8-10 dernières années, c'était du drain, tu sais, communément bigot, là, agricole, là, un rouleau noir qu'on déroule, ondulé, avec des petites perforations, quasiment de la largeur d'une lame d'X-Acto. C'est des perforations très minces, mais ça se bloque facilement avec l'ocre ferreuse. Mais il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de normes. C'est pas de quoi qui est très connu depuis des dizaines d'années, ça. Donc, à ça, les normes ont changé. Quand on fait des travaux de drain, c'est du tuyau BNQ, on appelle du tuyau plastique rigide blanc. Il est plus costaud, là. Oui. Il écrase moins. Ah, il écrase pas. Parce qu'un drain agricole, là, donne un coup de pied dessus. Fini, là. Il écrase, là. Fragile. Très, très, très fragile. Donc, versus le tuyau BNQ blanc, lui, il est très rigide. Puis les perforations, c'est des trous de 1/2 pouce sur le dessus. Donc, l'ocre ferreuse n'est pas capable d'aller boucher ces trous-là. On fait un beau gros lit de pierre concassé 3/4 net par-dessus notre drain et on enrobe le tout d'une membrane géotextile pour vraiment, vraiment bien venir protéger notre système de drainage. De cette façon-là, on est certain qu'on est blindé.
Mais c'est ça. C'est du cas par cas. C'est un peu comme dans tous les domaines. Une couverture de maison. Pourquoi que le voisin, il va des fois avoir des problèmes avant toi puis ils ont été faits en même temps? C'est du cas par cas. Fait que c'est tout le temps pour ça qu'on va recommander de procéder par une vérification initiale par caméra. Ça va donner l'heure juste. Puis tu sais, parce que des fois, j'ai des clients, tu m'as appelé dernièrement, Yannick, là, un dossier que vous aviez à Saint-Hubert. Le client avait dit, bon, il y avait un accès par l'intérieur. On peut passer des fois par le puits de captation, la caméra. Je n'ai jamais été en faveur vraiment de ça parce que ça fait des expertises à moitié. Parce qu'on arrive avec la caméra directement à l'intérieur du drain. On n'est pas capable de voir autour du drain, à l'extérieur du drain. On n'est pas capable de voir s'il est bien positionné par rapport à la semelle, s'il est recouvert justement de pierres concassées, qui facilite l'écoulement de l'eau vers le drain, qui retire la pression d'eau dans le joint de la semelle entre le bas du mur de fondation. Donc, c'est des données qu'on n'a pas si on passe directement par un puits d'accès intérieur. Fait que c'est pour ça que quand c'est un nouveau client, qu'on part à zéro, qu'on n'a pas d'informations, je dis oui, c'est plate, mais on rentre la pelle, on creuse notre trou. Faire une expertise comme ça avec des cheminées, là, on parle grosso modo d'un 1500 $ plus taxe. Ça vaut le coup là, pour bien évaluer. Puis, il y a un aspect qu'on ne peut pas négliger quand on parle de drain français, c'est les fissures. Ouais. Parce qu'une fois que vous creusez pour remplacer le drain ou une partie du drain ou quoi que ce soit, là, il y a des fissures des fois quand les gens entendent ce mot-là. Hein? Quand on est en inspection, « Ah, mon Dieu, il y a des fissures. Ah, mon Dieu, c'est une catastrophe. La maison va tomber. » Mais c'est pas ça. Puis tu nous as déjà expliqué qu'une fissure large, là, ça ne veut pas dire qu'elle va être problématique. Moi, j'aimerais ça, démystifier ça. Oui, puis j'ai le goût de te demander, Matt, puis t'as pas le droit de me parler d'autre chose que maison. C'est quoi la pire craque que t'as vue dans ta vie? Bon, ça, là, c'est une joke de mon oncle. Ouais, parce que à ma début vingtaine, j'en ai vu des cracks. Là. Ah bon? OK, je vais y aller, moi. Ah, bon. Salut, Mel! Oh, ça va, Matt. On se retrouve au prochain épisode. C'est un bon point, parce que les Sérieusement, fissures, ça là. aussi, ça fait peur au monde. Oui, Oui. vraiment. Puis qu'est-ce qu'il faut apprendre vraiment à départager de fissures et affaissement de sol? Parce que là, tu sais, vous savez, tout le monde, là, cet été, même si aujourd'hui, c'est une journée grise et pluvieuse, on a un été de sécheresse. Depuis le début de l'été, il n'y a pratiquement pas plu. C'est au printemps, quand le mois de juin est arrivé, les canicules sont arrivées, puis les sécheresses ont suivi. Depuis le retour des vacances de la construction, là, j'ai beaucoup de clients qui m'appellent parce que, tu sais, on le sait, les régions sont dans la glaise, puis que tu as beaucoup de végétation, d'enracinement autour de la maison. Mais là, la verdure, elle veut rester verte. Fait qu'est-ce qu'elle fait pour rester verte? C'est que son enracinement dans le sol siphonne l'humidité de la glaise. La glaise, c'est ce qu'elle fait? Elle se rétracte. J'ai plusieurs clients qui m'appellent dernièrement, c'est très fréquent, que là, ils me disent, là, ma maison, là, ça a fait un gros crack. Ça l'a cassé, mais vraiment cassé. Là. Okay. Les fissures là, de 3/4 de pouce à 1 pouce de large. Ben, voyons donc. Assez là, que d'un coup sec, soudainement. Là, faut-tu que tu sortes de la maison quand ça arrive? La maison s'effondrera pas. Non, mais tu sais, moi j'entends gros boom, je me sauve. Parce que tellement que ça fait ouvrir le cheap rock dans les murs de sol. Voyons donc. Ouais, la brique, les maisons qui sont en brique ou en pierre des champs, là, les joints de mortier là, vont ouvrir, mais pas à peu près. Là, ça va ouvrir d'1,5 pouce, 2 pouces, on a vu. Parce que le phénomène de la sécheresse fait que la glaise se rétracte sur le bord de la maison. Fait que là, en se rétractant, il y a des plages, j'arrive là, entre le solage puis la paroi de terre. Là, je sais que j'ai pas des gros bras, là, mais je me rentre le bras jusqu'à l'avant, jusqu'au milieu de l'avant-bras, l'espace qu'il y a entre la terre puis la maison. Mais ça, il faut comprendre que ce vide-là, là, il descend jusqu'en dessous de la semelle de la maison. Mais là, tu as du béton qui peut être... Des fois, tu arrives à un coin de maison qui peut avoir un 20-30 pieds carrés là, qui est suspendu dans le vide parce que la glace a tellement shrinké, rétréci, que là, le poids de la brique de la maison, de la structure, le poids de la fondation est suspendu dans le vide. Tu as bien un 2 pouces, 1,5 pouces, 2 pouces, qui n'a plus rien en dessous parce que la glace s'est rétractée. À un moment donné, là, la maison est suspendue. Tau! Ça casse. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? Tu fais quoi? Tu fais quoi quand t'arrives, là? C'est plus un cas de simplement de réparer une fissure de fondation. Là, dans un cas comme ça, là, souvent, c'est du pieutage. Là. On tombe à l'autre étape, là. Ah, puis ça coûte cher, le pieutage, Mathieu. Là, on n'est plus dans les réparations de fissures standards. Ouais. Parce que des fissures standards, c'est pas grand-chose dans les faits, là. C'est pas grave. Non, on voit ça très fréquemment. Les réparations de fissures, là, ça va se faire principalement dans les coins de fenêtres de maison, des coins de porte, des angles droits dans le béton. Si on veut un manque de béton dans la fondation. Puis souvent, ce qu'on va voir, on a le phénomène, le gel-dégel qu'on a au Québec. Puis souvent, qu'est-ce qu'on voit aussi, là, les phénomènes de construction, c'est productivité, rapidité de construction. Tu sais, la vraie cure de séchage de béton,
c'est un 27 jours, je ne me trompe pas, 27 ou 29 jours, mais personne ne laisse sécher une fondation pendant ces années, pendant tout ce temps-là. Fait que souvent, là, la fondation va être décoffrée. Puis une semaine après, des fois moins que ça, elle va être renterrée. Mais là, tu ne renterres pas ça à pèleron, là. Tu circules avec une machinerie qui pèse plusieurs tonnes pour renterrer le tour de la maison. Mais là le poids de la machine qui fait une pression sur la terre, fait une pression latérale sur la fondation qui peut créer un stress dans le béton qui éventuellement, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, ben, va créer une fissure. Souvent, on voit ça. Tu sais, la mentalité, des fois, c'est pas pour caler personne, mais souvent, ce qu'on voit, c'est que ça presse. Le contracteur va se dire, c'est pas grave, même s'il est renterré à l'extérieur, le béton va sécher par en dedans. Ce qui n'est pas faux, sauf que le fait de renterrer rapidement va créer un stress à la fondation, ça va créer des fissures, mais ça, c'est pas un cas de pieutage, là, ça, c'est une réparation de fissures régulière qu'on appelle. Là. Qui coûte environ 1 000 $. T'en vois-tu dans ton métier du monde se faire donner des conseils, là, un peu, je vais te dire comme je le pense, des conseils de cabrochon, là, dans le sens des choses injustifiées ou des affaires, des fois, tu dis, ben voyons donc, ça aurait pu être autrement, puis ça aurait coûté moins cher aussi aux gens qui font des travaux. Bien, on en fait souvent, on est partenaire avec le groupe Urgence Sinistre, groupe GUS, on fait beaucoup d'après-sinistre pour eux, puis souvent, c'est pas rare qu'on est mandaté pour faire une contre-expertise sur un dossier, parce que, mettons, le client a eu une petite infiltration d'eau au printemps, alors qu'on sait qu'au printemps, le sol est tout le temps engorgé d'eau et tout. Le client va avoir une infiltration d'eau de la grosseur d'une tasse à café d'eau au plancher. Là. Puis là, ben là, il s'en rend compte. Mettons, il appelle son assurance parce que là, il est un peu inquiet de savoir si ça va-tu rempirer dans le temps. Puis là, ben là, l'assurance, des fois, vont dire, bon, on va mandater un expert pour aller faire un compte-rendu. Fait que là, lui, il va arriver. Puis là, ben, il va aller dire, faut creuser pour faire vérifier le drain français par caméra, un peu comme que je parlais tantôt. Sauf que lui, là, il a en tête, là, puis on voit ça très souvent. Puis je trouve ça un peu déplorable parce que c'est comme, en quelque sorte, du vol ou de la fraude légale pareil, là, parce qu'il va dire, bon, ben la maison, c'est en 1985, fait que là, ben, ça a 40 ans quand même, donc on va vendre une job de drain. Là, il va dire, ouais, le drain, il est quand même sale, on voit qu'il y a des baissières dedans, il n'y a pas beaucoup de pierres qu'on cassé, il n'y a pas de membrane sur la fondation. Fait que là, il va pousser sur le crayon, va monter un espèce de beau rapport, puis ça va avoir super professionnel dans le but de vendre une job de drain au client. Mais c'est parce que c'est pas tout le temps le cas de ça. Parfois, on voit ça que c'est tout simplement une fissure de fondation qui a emmené de l'eau parce qu'il y a une pente négative un peu sur le terrain. La fonte des neiges, l'eau s'accumule sur le bord de la fondation. Ça l'a rentré à l'intérieur. Mais là, ça c'est un cas qu'on peut réparer une fissure, comme tu disais. C'est très facilement, là. Ben oui, autour d'1 000 $. Sauf que là, la personne qui est mandatée pour aller faire ça, elle va vendre la totale. Mais là, parfois, là, tu envoies ta soumission à l'assureur. Là, l'assureur va dire, hey, il me semble que juste pour une petite infiltration d'eau comme ça, là, on est dans une méga grosse job. L'assurance, ça coûte de quoi, elle? Donc, elle va faire, on aime mieux payer, on va remandater quelqu'un d'autre, faire une contre-expertise ou un deuxième avis pour avoir leur juste. C'est là que souvent, moi, j'arrive, là, je suis le casseux de party, là. Le client, lui, est même en tabarouette, mais l'autre... Nous autres aussi, on t'aime, Mathieu. Ben oui, hey, Mathieu, on va être obligé de te réinviter parce que le temps file. Ben oui, c'est passionnant, puis c'est un domaine qui n'est pas toujours bien raconté comme tu le fais. Puis la morale de cette histoire, allez chercher plus qu'un avis avec ce que tu dis. Là. Oui, allez chercher plus qu'un avis. Les gens qui nous regardent, là, appelez pas tout le monde à une personne, puis faites faire des travaux qui coûtent des dizaines de milliers, vérifiez avec peut-être plus qu'un entrepreneur. Parfois, ça doit être fait. Je veux dire, des jobs de drain, on en creuse en moyenne quasiment une par semaine, une maison complète, sauf que ça m'est demandé une dizaine de fois par semaine, mais tu sais, sur l'eau, c'est vraiment pas tout le temps le cas. Là. Mais moi, je vais être la casseuse de party parce qu'il faut laisser notre place à quelqu'un d'autre. Alors, il n'y a pas de problème un gros merci, Mathieu. C'est moi qui vous remercie. Puis, je suis certaine qu'on va le réinviter parce que c'est tellement pertinent. Donc, cet épisode-là peut être écouté à plusieurs endroits. Sur plusieurs plateformes, en fait, sur l'application Cube. Sur la chaîne Cube, on est sur le site Internet Cube aussi, il y a un onglet balado, vous allez trouver Sans Vis Caché. Mathieu Laramé, les gens peuvent te joindre aussi, la compagnie P. Laramé Excavation pour avoir des conseils. Nous rejoindre, Mélanie et moi, yparent@propriodirect.com, mbergeron@propriodirect.com. Remerciements Proprio Direct, remerciements à toute l'équipe de Cube Studio, Dominique Plamondon, Jeff, Philippe, toute la gang qui sont en arrière de ce balado-là et les gens à la maison qui nous regardent, qui prennent du temps pour ce Sans Vis Caché. On va réinviter Mathieu. On aurait pu continuer une journée avec toi, Mathieu. Vraiment super intéressant. Merci encore. Merci. Puis à très bientôt. Sans Vis Caché.
Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. Propriodirect.com